Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Eh bien parfait, on enregistre. Hop, parfait, c'est parti. Bonjour Bertrand. Bonjour François. Comment allez-vous ? Bien, merci. Bon, je crois que c'est ce que je disais un peu avant le podcast. Je crois que ça a été le chemin le plus court entre mon départ de lieu de travail et le lieu d'enregistrement, parce qu'il se trouve que tout à fait par hasard, je travaille juste 3 étages en dessous de vos bureaux. Donc merci de m'accueillir dans vos bureaux. Je t'en prie. Et on va rentrer tout de suite dans le podcast, comme mes auditeurs le savent. Je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Bertrand ? Donc moi, Bertrand Distinguin, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis actuellement président de Go Capital, qui est une société de gestion. On va revenir, je pense, sur notre activité. Et on investit dans des startups dans l'Ouest. Et à titre personnel, moi j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé dans l'industrie pendant 12 ans, pas mal de temps à l'étranger, en Asie et aux États-Unis. Mm-hmm. Et puis ensuite, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis dans l'investissement. Ok. Et justement, avant qu'on revienne un peu sur ton expérience, parce que je suis très curieux de savoir comment on commence en Asie, parce que je crois que tu as commencé notamment en Asie. Comment tu te définirais dans ta vie professionnelle aujourd'hui ? La question est difficile. Alors, comment j'ai démarré en Asie ? Vraiment par hasard. Étant en école d'ingénieur, je voulais absolument partir travailler à l'étranger. C'était que ce soit en Asie, en Afrique, aux États-Unis. Et il se trouve que je suis arrivé sur Rennes, étant pas originaire de Rennes. D'accord. Je suis arrivé sur Rennes pour travailler pour un groupe japonais, Mitsubishi Electric, qui proposait aux jeunes ingénieurs de partir en Asie. Donc je suis parti au Japon d'abord une première fois avec le groupe Mitsubishi Electric. Et puis ensuite, j'ai dirigé une entreprise ici, enfin une unité de production pour Mitsubishi en Bretagne. Et j'avais toujours envie de partir plus longtemps. Et donc ensuite, je suis parti pour une société, une belle ETI française, cette fois-ci à Bangkok. Et donc, moi, c'était l'objectif de pouvoir vivre une aventure différente avec des gens différents, une culture différente et me prouver que j'étais capable de m'adapter dans un pays, dans un contexte assez différent. D'accord. Et par contre, pour me définir moi-même, difficile à répondre, je suis désolé. Non, mais c'est justement je sais que c'est une question un peu complexe qui n'a parfois pas de réponse. Non, enfin peut-être que c'est pas une définition, mais un trait de caractère. Je dirais, moi je suis plutôt curieux et je pense qu'un des caractères un des traits de caractère, c'est la curiosité. Et je pense que c'est ça qui m'a amené à partir en Asie, c'est ça qui m'a amené même dans l'investissement. Et c'est ça qui me plaît dans ce que je fais aujourd'hui, c'est, je pense, ce caractère de curiosité qu'il faut avoir pour notamment faire ce que je fais aujourd'hui. C'est très intéressant parce que et c'est pas ce que fait la plupart des personnes que j'interviewe, c'est parce que moi, beaucoup de gens que j'interviewe sont des entrepreneurs, comme tu l'es, et vont se définir en tant qu'entrepreneurs ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien challenger un peu cette vision, poser la question, parce que souvent on a des réponses un peu surprenantes. Comme moi, je pourrais te qualifier d'entrepreneur. Toi, tu me réponds curieux.
Et on va le voir parce que je vais revenir un peu dessus, mais effectivement, c'est ce qui semble te caractériser parce que quand tu me parles directement de vouloir partir à l'étranger, puis tu as apparemment un peu bougé, puis le métier de l'investissement, alors pour ce que j'en connais, parce que je vais tout de suite poser les bases, je n'y connais pas grand chose. Je connais ce que c'est dans sa manière générale, et je suis sûr que je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle définition, en tout cas, de se donner en tant que curieux, donc c'est top. Donc, tu me disais un peu sur ton parcours, effectivement, que tu es parti en Asie assez rapidement. Pourquoi ça t'est venu... Enfin, quelle est l'étincelle qui t'a dit je souhaite un peu partir à l'étranger et pas trouver un poste ici en France, rester, et ce que font beaucoup de gens, en fait. En fait, je pense qu'on progresse quand on se met dans des zones hors de zone de confort. J'aime bien être dans des zones un peu de risque, et de risque mesuré, mais de me challenger. Et donc, j'avais envie à la fois de me prouver à moi que je pouvais me développer et puis arriver je veux dire, à réussir, ou en tout cas à pouvoir vivre dans un pays, vraiment dans un environnement différent. Faut se remettre lorsque je suis parti en Asie, même au Japon, j'étais totalement immergé d'abord au Japon dans des... personne ne parlait anglais où j'étais, donc je montrais juste pour manger avec des doigts. Voilà, donc j'ai même appris à parler quelques mots de japonais. D'accord. Et ensuite, en Asie, j'y étais dans les années 90. Et faut se remettre en question, il n'y avait pas beaucoup Internet, c'était le début d'Internet, et il n'y avait pas beaucoup de téléphone. Donc on était quand même assez immergé dans un environnement que moi j'adore, qui est voilà. Et l'Asie en plus particulièrement est plutôt un endroit, enfin après il faut apprécier, mais c'est un endroit plutôt sympa. Et justement, cette différence culturelle, parce que tu me dis, il ne parlait pas beaucoup anglais à l'époque, même si aujourd'hui ça a un peu évolué sûrement. Quel est l'élément le principal qui t'a un peu frappé par rapport... Alors avec le recul d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a frappé, notamment dans le monde professionnel, vis-à-vis de ce que toi tu connaissais, ou maintenant ce que tu connais? Alors je ne sais pas si ça m'a frappé, mais enfin, le Japon est très très différent culturellement. Il y a des coutumes, des us, et j'ai eu, mon premier patron était japonais avec qui je suis devenu ami, et sachant qu'au Japon c'est très 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 organisé, très structuré, donc voilà, donc premier élément, il fallait s'adapter dans un environnement même culturel totalement différent, et même d'organisation du travail, donc même dans la gestion par rapport à mes responsables commerciaux, managériaux à l'époque. Voilà sur le point. Et dans ce que j'ai appris, c'est la capacité à s'adapter. Et ça, à s'adapter dans un environnement différent. Alors ça revient au sujet de l'étranger, mais voilà, j'ai fait des actions commerciales avec des Japonais, j'ai managé des Japonais, j'ai managé des Thaïlandais, et à chaque fois, il faut s'adapter aux coutumes, aux religions, aux habitudes. Et du coup, il faut à la fois être très observateur et réussir à avoir une certaine, alors je sais pas si c'est l'intelligence de management ou de capacité à s'intégrer dans un monde qui n'est pas forcément celui qu'on connaît ici en France ou en Europe. Alors, oui, parce que c'est une approche complètement différente. Enfin, c'est de ce qu'on... Moi, j'ai un peu bougé, même si c'est pas professionnellement, mais de ce que j'ai entendu et échangé avec pas mal de personnes, c'est effectivement des cultures très différentes, et il faut beaucoup d'adaptation, d'observation, en fait. Exactement. Et après ces années, je continue un peu sur ton parcours, après ces années en Asie, qui ont été quand même quelques années, j'ai cru comprendre que tu avais rejoint le BGE, le Bureau juridique des entreprises. Non, c'est Bretagne Jeune Entreprise. Ah, Bretagne Jeune Entreprise. BJE. Voilà, bon, ma recherche n'a pas été... Et peux-tu nous expliquer comment ça s'est passé ? Alors, donc, j'ai un profil d'ingénieur. J'ai travaillé plutôt dans du management à l'étranger, à monter des usines, à recruter des personnes, à faire du commercial sur les territoires. Donc, j'ai vraiment une fonction, on va dire, assez compliquée, très intéressante dans un milieu pas évident, donc dans un domaine industriel avec des gestions de
dans la production sur lesquels on retrouve tous les avantages ou les travers de la production, c'est-à-dire qu'on est sur des niveaux de marge faibles, il faut toujours avoir une meilleure qualité, une meilleure productivité. Donc c'est toujours une course au coût, une course à l'optimisation. Donc c'est très enrichissant intellectuellement. Et je viens à la réponse, à la question. Et du coup, quand j'ai fait ça pendant 10 ans, en trouvant ça vraiment très, très passionnant, et j'étais aussi après j'ai passé aussi un parcours aux États-Unis pendant une année, donc j'ai vu un peu les deux versants. Et puis j'ai vraiment eu envie d'aller sur le monde plutôt financier, sans savoir exactement de quel était le monde financier. Donc je me suis dit, je vais me faire une formation en finance. Donc après une formation d'ingénieur, j'ai fait une formation à Rennes, parce que j'avais mon épouse, enfin on n'était pas mariés, mais qui était de Rennes, et on s'est dit, Rennes c'est finalement bien. Et donc j'ai fait une formation à Rennes en finance, et en sortant de cette formation de ESS de finance à Rennes, un peu par hasard, une société qui s'appelait Bretagne Entreprise, qui sont maintenant nos voisins, qui s'appelle Braise Invest PME. D'accord, ok. Qui ont évolué, qui était une structure une société qui était créée, un peu une coquille vide, qui avait une activité d'investissement en Bretagne, et qui avait des fonds, mais qui n'avait pas d'opérateurs et d'acteurs pour lancer cette société-là. Et donc, j'ai été recruté pour lancer cette activité. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de l'investissement, et je vais dire, c'est un peu par hasard. Ok, c'est intéressant parce que en plus, le domaine de l'investissement est un domaine... alors, aujourd'hui... et tu me corriges, parce que tu vas mieux connaître le sujet que moi, mais qui est aujourd'hui quand même assez populaire, parce qu'on entend parler, il suffit de regarder, il y a une émission à la télé qui veut être mon associé, où on parle quand même d'investissement, de choses comme ça, donc c'est des sujets qui touchent un peu plus le grand public, mais il y a 20 ans, c'était moins connu. Absolument. Et pour être tout à fait transparent, le métier, je l'appréhendais assez peu, c'est-à-dire que je comprenais mal ce que c'était qu'investir en fonds propres. Donc je dirais, je suis parti pas d'un stade zéro, mais d'un stade débutant dans le métier. Par contre, on va peut-être revenir sur les sujets des investissements et des choix d'investissement. Finalement, c'est un métier dans lequel il faut être curieux, il faut être... j'espère avoir un peu de bon sens et une capacité d'écoute importante pour pouvoir ensuite mener à bien des investissements. Donc on retrouve des traits de caractère qui, moi, me correspondaient assez bien. Et j'ai découvert en étant plongé dans ce bain-là, en dirigeant cette structure-là BJE qui s'est transformée maintenant en Braise Invest PME et qui continue son activité d'investissement en Bretagne. D'accord. Et l'aventure BJE, a duré combien de temps ? A duré 6 ans, 7 ans, donc c'était une période assez longue dans laquelle j'ai démarré dans la structure, et puis avec une autre personne qui d'ailleurs maintenant est chez Go Capital. Et je dirais Go Capital, pour faire le pendant avec la structure dans laquelle aujourd'hui que je préside, Go Capital a été créé en même temps avec le fondateur historique qui a été créé en même temps, c'était en 2003. Les deux structures ont été créées. Donc, pour situer un peu les deux structures d'investissement, BJE faisait des investissements de petite taille dans des sociétés bretonnes, essentiellement mélangeant innovation et sociétés un petit peu moins innovantes. Et Go Capital, même si ça évolue depuis, faisait des investissements dans les sociétés innovantes sur des plus gros tickets d'investissement. Donc on s'est retrouvé ces deux sociétés-là, et donc moi, en étant directeur de BJE, j'étais amené à échanger avec le fondateur de Go Capital. Et on a donc et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître, et j'ai rejoint Go Capital finalement 7 ans après, pour être associé à Go Capital, et puis finalement maintenant avoir être associé et président de Go Capital. D'accord. Ok. Et justement, rentrons un peu dans ce sujet de l'investissement. Tu nous parles, de petits tickets, grands tickets. Est-ce que tu peux nous présenter un peu justement le monde de l'investissement avant qu'on y rentre un peu plus en détail, et notamment ce que vous faites chez Go Capital, parce que c'est très intéressant, mais en quelques phrases, voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites Alors, effectivement, c'est une terminologie très particulière dans laquelle on peut s'y perdre facilement, et il y a pléthore d'acteurs. Pour comprendre finalement le rôle des investisseurs, ce sont des fonds qui ont vocation à être apportés en fonds propres, donc en capitaux ou
obligations qui sont des équivalents de capitaux propres D'accord. dans les entreprises en contrepartie d'une part du capital. Donc on investit un ticket, on parle d'un ticket qui peut être selon les fonds d'une taille différente, ça peut être quelques centaines de milliers d'euros, ça peut être quelques millions d'euros, ça peut être quelques dizaines de millions d'euros. Mais globalement, ce sont des tickets qui sont investis pour pouvoir prendre un pourcentage qui peut être une participation minoritaire, donc inférieure à 50%, ou majoritaire selon les typologies de fonds dans lesquels on investit. Ensuite, dans les acteurs de l'investissement, il y a ceux qui interviennent très tôt dans l'investissement, donc dans des sociétés qui sont les startups, vraiment en amorçage. Puis il y a des sociétés qui rentrent dans les sociétés qui sont un peu plus matures, celles qui font déjà quelques millions d'euros de chiffre d'affaires ou quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Puis il y a des investisseurs qui investissent dans les sociétés qui sont très matures, qui font déjà des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont besoin d'investissement pour se déployer, pour créer des filiales. Donc, dans chaque... C'est très segmenté, et il y a des acteurs à différents niveaux de la chaîne qui investissent en fonds propres, c'est toujours le même principe. On apporte des capitaux en contrepartie d'une part du capital, et l'objectif en tant qu'investisseur, c'est les fonds qu'on apporte. On espère que si on investit 100 à un moment donné, que ça vaudra 200, 300, en recédant notre participation de la société. D'accord. Donc ça c'est le métier qu'on fait. Et pour revenir sur l'écart entre BJE, Brésil PME ou Go Capital, BJE investissait à l'époque des montants qui étaient de l'ordre de 150 000, 200 000 euros par société, et Go Capital était plutôt sur l'ordre du ticket du million d'euros en investissement. Okay. Oui, donc voilà, et l'un avait un objectif Go Capital, l'innovation était un point clé, donc notamment la technologie était un driver important, et pour BJE, c'en était un, mais pas que. Ok. C'est très intéressant, et merci déjà pour cette explication, parce qu'en fait c'est vrai que comme tu le dis, c'est un monde un peu complexe, vu de l'extérieur du moins, et c'est très intéressant de comprendre un peu ce fonctionnement, et effectivement on parle souvent de... moi, quand ça m'arrive de parler avec des entrepreneurs qui font des levées de fonds, ça m'est arrivé quelques fois. Je sais qu'ils me parlent de levées de fonds avec des seed et des ad. Oui, on adore les anglicismes. Anglicismes. Alors, on peut dire du seed, du early stage, de l'amorçage. Ce sont les mêmes terminologies. On parle de série A ou de série B. Finalement, il y a toujours un flou sur la définition. C'est plutôt la taille des tours qui sont faits. On va dire qu'une société qui fait vraiment un amorçage, qui fait 0 chiffre d'affaires, va faire un tour de seed. C'est des montants entre quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 1 million d'euros, globalement. Ça peut être même plusieurs millions d'euros, mais vraiment quand la société n'est pas mature. Après, on parle de série A ou série B. Les séries A, c'est plutôt des montants entre 1 et 5 millions d'euros. Et une série B, c'est plutôt de l'ordre de 10 millions d'euros en termes d'investissement. Donc, ceci dit, les frontières se recoupent. Et des fois, il y en a un qui parle de série A alors que c'est une série B, ou l'inverse. Et ce qu'il faut juste retenir, à mon avis, c'est que il y a plein d'acteurs qui ont chacun des cibles d'investissement spécifiques en croisant la maturité de l'entreprise, donc la maturité commerciale de l'entreprise, et en croisant le montant dont elle a besoin en termes d'investissement. D'accord. Donc ça, déjà, c'est une matrice qui permet de dire, voilà, et pour compléter, pour essayer d'être un peu plus précis, dans les acteurs de l'investissement, on retrouve des acteurs qui sont spécialisés également dans l'innovation ou dans les sujets d'impact, ce qui est notre cas aussi. Donc, dans des sujets technologiques dans lesquels l'appréciation de l'investissement se fait aussi au regard d'un regard critique sur l'aspect technologique, et donc compréhension sur des métiers un peu difficiles à juger, sur la cybersécurité, sur les medtech, etc. Donc ça, c'est compliqué. Donc il y a plutôt des équipes un peu experts. Go Capital ferait plutôt partie de ces gens-là, même si on est... Et puis, il y a des investisseurs qui vont plutôt faire des investissements dans des secteurs plutôt traditionnels. On peut avoir des belles sociétés, mais qui finalement sont des secteurs plus traditionnels, plus basiques. Et là, on a plutôt les acteurs bancaires. Donc, la plupart des banques ont elles-mêmes leurs propres fonds d'investissement qui investissent dans les sociétés plutôt traditionnelles. Et pour les investissements un peu plus technologiques, on va dire perçus comme un peu plus risqués, elles vont confier leurs fonds à des sociétés comme Go Capital, ou BJE dans une autre façon, pour que ce soit des opérateurs un peu plus spécialisés, tels que nous, qui investissions finalement pour leur compte dans des sociétés. Parce que, effectivement, il y a 2 points qui me font dire, c'est qu'effectivement, quand on consulte votre site internet, notamment, ou vos réseaux, j'ai retenu notamment le langage de Deep Tech. Quoi, vous êtes notamment spécialisé sur ces domaines-là, donc un secteur très spécialisé. Mais je reviens sur un point que tu précises et qui est aussi très intéressant, c'est que si je comprends bien, alors
et ce que je me doutais un peu, mais ce que je comprends bien, c'est aussi l'argent que vous investissez n'est pas, je vais le dire vulgairement, à vous, dans le sens Ouais. où c'est des fonds qu'on vous confie. Ouais, je pense que c'est un point, effectivement, même moi en arrivant, enfin, pour comprendre finalement les fonds que l'on gère, donc Go Capital, pour donner le schéma, on gère en gros 350 millions d'euros actuellement. Ok. Et ce n'est pas les fonds de Go Capital, enfin, ces fonds-là sont des fonds qui nous sont confiés par des souscripteurs, donc des investisseurs, on va dire, ou dans notre jargon on dit LPs, Limited Partners, donc c'est le nom qu'on trouve des fois LPs. D'accord. Et donc ces investisseurs ou souscripteurs, on retrouve en grande partie des banques. Donc en ce qui concerne Go Capital, la majorité des banques de l'Ouest sont souscripteurs chez Go Capital dans les fonds parce qu'on a une thématique technologique, amorçage, enfin, donc on a une thématique très précise. Donc même si elles-mêmes vont faire l'investissement direct, elles vont également nous confier des fonds pour qu'on les gère pour eux, en fait. Donc ils vont mettre, et donc on parle d'un véhicule, c'est-à-dire qu'on a des, je vais revenir sur le véhicule. Donc ils vont nous confier des fonds. On a également des collectivités ou des structures publiques qui vont nous confier des fonds. Donc on a la BPI, on a les régions, la région Bretagne en l'occurrence, région Pays de la Loire, enfin on a plusieurs régions qui nous confient des fonds, métropole, qui nous confient également des fonds pour qu'on investisse sur les territoires. Donc en fait ça c'est l'objectif que l'on a également chez Go Capital. Puis après il y a un troisième pan d'investisseurs ou souscripteurs des fonds qui sont des entrepreneurs eux-mêmes qui finalement ont réussi dans leur développement et finalement souhaitent également se réengager sur des territoires en investissant dans des fonds comme nous, en attendant une performance financière, mais également en attendant un retour sur le territoire qui les a aidés finalement à se développer. Donc en fait, on a trois typologies de souscripteurs, en étant un peu globalement des structures bancaires, ensuite une structure publique, une partie publique et une partie entrepreneur. Et après, il y a un certain nombre on peut avoir des assureurs également, certaines mutuelles. Mais effectivement, ils nous confient les fonds. Nous, le rôle de Go Capital et ce que l'on fait, c'est de gérer ces fonds pour eux. Et donc, notre mission, c'est d'aller sélectionner des entreprises dans lesquelles on va échanger, on va regarder, on va challenger, et on va ensuite investir ces fonds-là qu'on nous a confiés. Et la question n'est pas posée, mais pour comprendre le sujet d'une société de gestion comme Go Capital, le modèle économique d'une société de gestion comme Go Capital, c'est on est nous rémunérés en pourcentage des fonds que l'on gère ou des actifs sous gestion. Donc en fait, on a une commission, c'est un accord avec les souscripteurs. Quand on crée un véhicule, on a une commission sur les fonds qu'on gère, qui sont faibles, hein, c'est 1-2% par an sur les fonds, mais qui globalement nous permettent de payer les salaires des équipes de Go Capital, de payer les frais, d'engager les frais. D'accord. Et donc ça, c'est le modèle économique. Et l'autre point qu'on a en tant que société de gestion, c'est que nous-mêmes, à titre individuel, chaque collaborateur de Go Capital investit également dans les fonds. Donc ça permet de montrer à nos souscripteurs qu'on a intérêt à ce que ça fonctionne, puisqu'on est également, nous, investisseurs. De même que la société de gestion, la société en tant que telle, investit aussi. Donc en fait, on est doublement, enfin voilà, on est intéressé bien sûr parce qu'on a des commissions de gestion, mais on est intéressé aussi par la performance qu'on va voir, parce que nous-mêmes, on souscrit dans les fonds. Le but étant de pas, comme tu dis, faire n'importe quoi avec l'argent et que comme vous êtes impliqué, vous allez, entre guillemets, vous assurer que de parier sur les bonnes entreprises, enfin investir dans les bonnes entreprises. C'est un point intéressant et ça m'amène plein de questions sur, notamment, et on va rentrer un peu justement dans cette phase d'investissement. Je vais avoir des questions sur comment on convainc des gens, alors des entrepreneurs ou des institutions bancaires ou publiques d'investir, parce que est-ce qu'ils viennent vers vous, est-ce que vous allez les chercher Et puis après, je vais avoir d'autres questions sur la partie comment on investit et comment vous décidez pour les projets que vous investissez. Mais déjà, comment vous, entre guillemets, alors sans me révéler des secrets, bien sûr, hein, c'est pas le but, mais comment ça se passe de manière générale? Comment on va chercher des fonds, en fait? Alors, pour nous, en tant que société de gestion, en fait, là, c'est un vrai travail, on va dire, commercial de notre côté, c'est-à-dire qu'on passe dans ce que l'on fait chez Go Capital, on a une partie qui est, la partie la plus importante, c'est quand même la partie déploiement, on va dire productive, c'est-à-dire qu'on va aller sélectionner, investir, accompagner les sociétés et sortir. Mais également, on a toute une phase amont, c'est effectivement aller convaincre des souscripteurs de nous confier des fonds pour qu'on puisse investir. Donc ça, c'est un peu notre fonds de commerce en tant que tel. Et finalement, pour les convaincre, alors, ça dépend des souscripteurs et leurs motivations peuvent être différentes. Bien sûr. Mais globalement,
il faut qu'ils aient une conviction sur la thèse d'investissement, parce que on crée, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a plusieurs véhicules d'investissement qui ont différentes thèses d'investissement. Il y en a qui vont investir dans les sociétés plutôt en série A. On a un véhicule qui investit en série A. On a un véhicule qui investit en amorçage, donc plutôt. On a un véhicule qui investit uniquement dans l'impact sur le niveau maritime. Donc, on a une thèse d'investissement dans l'impact au niveau maritime, dans l'impact environnemental, décarbonation. Donc, on a des thématiques qui sont propres. Et puis, on a des véhicules un peu plus régionaux. On a un véhicule qui est en région centre, qui investit uniquement en région centre. Donc, il y a une géographie spécifique. D'accord. Donc, dans chacun des cas, il faut d'abord qu'ils partagent la thèse d'investissement. C'est-à-dire qu'on va leur dire, on va créer un véhicule d'investissement sur les séries A, en technologie, dans l'Ouest. Pourquoi ça a du sens de le faire. Donc en fait, il faut qu'on leur démontre qu'il y a entre guillemets un marché, c'est-à-dire qu'il y a une carence dans le sens où il y a des besoins de fonds pour les entreprises, qu'il y a si on fait bien notre travail, ça sera contributif de valeur à la fois pour en tant que souscripteur, investisseur, puisqu'on aura des performances, mais également avec des retombées très fortes sur les territoires. Je pense que chacun a cet impact malgré tout social et développement d'un territoire, même s'il est... Donc ce point-là reste important. Et puis après, si c'est une thématique, par exemple, avec un sujet d'impact, dans le sens impact encore climat, etc., c'est aussi des valeurs qui sont sur lesquelles les souscripteurs veulent vraiment avoir une action à mener. C'est-à-dire qu'une collectivité, un territoire, voilà, avoir un objectif. Donc en fait, on a, selon les thématiques, il faut d'abord les convaincre de la thèse d'investissement, convaincre qu'on est capable d'avoir la capacité d'avoir un deal flow. Le deal flow, c'est les sociétés, le nombre de sociétés qu'on va avoir et la capacité à investir. Et puis ensuite, il faut qu'on arrive à les convaincre sur nous. C'est un travail finalement, c'est un rôle on est une société de service avant tout, et donc c'est basé, comme toute société de service, sur la qualité des hommes ou des femmes qui vont mener les opérations. Donc en fait, il y a quand même un assessment quasiment individuel de l'ensemble des personnes qui sont chez Hugo Capital, et on parle beaucoup de track record, c'est-à-dire finalement sur notre historique d'investisseurs, qu'est-ce qu'on a eu comme performance, est-ce qu'on s'est planté 8 fois sur 10 ou est-ce qu'on a plutôt réussi, et notre parcours. Donc en fait, c'est à la fois une évaluation de la thèse d'investissement, une évaluation de l'équipe qui va faire le projet, parce qu'on a des personnes plutôt dédiées par fond, et voilà. Ok, mais ça veut dire, de ce que j'en comprends, c'est que vous devez être ultra connecté au tissu économique alors je veux dire de la région pour la Bretagne, mais comme je sais que vous avez plusieurs bureaux en France, ça doit être de chaque endroit, pour faire ces évaluations, parce que vous devez avoir une connaissance terrain du tissu économique et des secteurs qui ont besoin assez très poussée. Alors on est effectivement, alors après on est quand même très connecté avec l'économie, en tout cas on est très implanté dans le Grand Ouest historiquement, même si maintenant aujourd'hui on dépasse le Grand Ouest, mais on est très implanté, donc je pense qu'on a une très forte connaissance effectivement des tissus économiques, des startups, des accélérateurs, des incubateurs, des technopoles, des réseaux entrepreneurs. Donc on est très connecté, donc je pense qu'on a plutôt un bon thermomètre de mesure de l'économie, de savoir là où il y a des... Et puis on essaie effectivement de regarder là où est-ce qu'il y a des carences d'investissement et où est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement. Donc en fait, on se dit ça c'est des marchés qui sont difficiles et sur lesquels il y a peu d'espoir que la région, je vais prendre la région Grand Ouest comme exemple, mais que la région Grand Ouest puisse se développer parce que voilà, on est déjà... Mais par contre dans le domaine, je prends le domaine maritime par exemple, le domaine maritime, nous on a identifié en tout cas, et on a la confirmation, une carence d'investissement dans ces domaines-là. Et donc, globalement, on a décidé de lancer un véhicule sur l'économie maritime parce que on voyait bien le nombre de sociétés qui, finalement, ont des bonnes idées mais ont du mal à se financer parce qu'il faut être plusieurs investisseurs pour pouvoir financer les entreprises. Les enjeux que représente le monde maritime, notamment au niveau européen, mais français particulièrement, et donc l'opportunité que ça avait, effectivement, de se lancer dans ce marché-là. D'accord. Dans ce secteur-là. Ok. Et c'est comment vous faites justement cette recherche, c'est parce que tu vois, tu me dis dans le maritime, comment on identifie, parce que c'est... Alors, en fait, ça vient, oui. En fait, je dirais, on n'est pas expert dans le domaine en question, mais globalement, historiquement, chez Go Capital, on investissait dans les
dans l'innovation au sens large. Et même à l'origine, c'était plutôt même le monde des télécoms. On est venu en Bretagne, enfin le fondateur avait un parcours très, très important dans le domaine des télécoms et une expertise. Donc en fait, on était plus des profils orientés télécom, électronique, et c'est un secteur qui a été quand même dans le début de... Qui est porteur, Voilà, et qui est porteur encore. Et qui est porteur encore, mais qui a quand même subi des aléas en termes d'investissement. Dans le hardware, par exemple, c'est compliqué. Donc, on s'est rendu compte que finalement, tout mettre sur un secteur donné, c'était compliqué, et on s'est pas mal développé sur des secteurs qui étaient finalement pas les plus reconnus dans l'Ouest, mais dans le domaine médical, dans les dispositifs médicaux, dans l'énergie. On a eu plusieurs investissements de fait, et on s'est rendu compte sur ces secteurs-là qu'il y avait à la fois un potentiel important de développement, il y avait un savoir-faire dans l'Ouest, on était en connexion avec les universités, les laboratoires de recherche, un savoir-faire indéniable dans le Grand Ouest, et donc globalement, on a finalement acquis un savoir-faire sur tous ces secteurs-là. Au sein de ces secteurs-là, il y en a plusieurs segments qui sont ressortis et nous en se disant, mais il y a quand même des domaines dans lesquels il y a une prédominance et il y a des enjeux. J'en donne un sur lequel on est plutôt un acteur important, mais on n'a pas créé de fonds spécialisés, alors qu'on aurait pourtant, on avait envisagé de le faire, un fonds dans le domaine de la santé. Okay. Puisque, alors que c'était pas notre... Mais dans la santé, il y a entre Nantes, Rennes, enfin, il y avait beaucoup de savoir-faire dans ce domaine-là et beaucoup de potentiel. On a eu du mal à... Il y a beaucoup d'acteurs aussi en France, donc c'était difficile de sortir du lot, de convaincre des investisseurs. Donc c'est un projet qu'on a mené. On ne désespère pas un jour peut-être de lancer un fonds dans le domaine de la santé, mais pour l'instant, c'est un projet qu'on avait évalué, on a voulu le lancer, finalement on a dit ça va être compliqué et on va rester... Et pour revenir au secteur maritime, là c'est de la même façon. Dans notre activité, on a fait beaucoup d'investissements. On avait une petite activité de conseil, de délégation pour une des banques qui intervenait dans le domaine maritime. Okay. On a vu beaucoup de projets maritimes. Étant basé à Rennes, on a vu que sur notamment la côte bretonne particulièrement, il y avait énormément de sujets qui touchaient au monde maritime, dans l'énergie, dans les télécoms, dans les matériaux, dans la gestion des déchets. Enfin, donc, et là, on se rendait compte qu'il y avait... C'est vraiment un constat de déficit, de carence de marché qu'on a identifié. Et sur lequel, après, on regarde, est-ce qu'il y a effectivement... nous, finalement, en se positionnant un peu entre deux, est-ce qu'il y a également des souscripteurs et est-ce qu'il y a des acteurs qui sont intéressés. Donc là, ensuite, on fait le tour des souscripteurs potentiels pour dire, écoutez, nous, on a identifié une carence là, on a monté une équipe qui est dédiée sur ce domaine-là, avec des expertises dans ce domaine-là, et là, voilà la thèse qu'on a. Et donc, est-ce que vous nous faites confiance pour faire ça ou pas? Voilà. D'accord. C'est enrichissant et c'est très intéressant. Comment tu nous décris la chose, parce que c'est vrai que alors c'est pas tout à fait l'image que j'en avais, mais je sais que c'est une image de se dire les investisseurs, c'est des gens un peu au-dessus du marché qui en gros distribuent en fonction des projets qu'on leur apporte. Alors vraiment que là, comment tu nous décris et l'approche que vous avez avec Go Capital, c'est vraiment presque l'inverse. Vous êtes au contact du terrain, vous voyez les projets et c'est presque vous qui créez les secteurs d'investissement, en gros, pour vous dire, OK, là, il y a un besoin. Oui, alors, dans le cas de l'exemple du fonds maritime, exactement, et ça sur un fonds thématique, mais alors que, historiquement, on était sur des fonds plus généralistes, on est toujours, je prends l'exemple d'un fonds qui s'appelle Loire Valley Invest, donc je donne cet exemple qui est régional, qui investit uniquement en région centre, c'est nous qui opérons le projet, c'est nous qui avons mené les fonds, mais à l'initiative, à l'origine, c'était les collectivités, le territoire local, les métropoles de Tours, d'Orléans, la région Centre-Val de Loire, qui identifient en disant on souhaite être proactif sur... On pense que les startups ne viendront que si elles ont des fonds. Il faut faciliter l'accès aux fonds aux startups. Et donc, peut-être qu'il faut à la fois... Bien sûr, on va pousser les startups, les laboratoires de recherche, les ingénieurs, tout, enfin, mais il faut également apporter les moyens. Et donc, avoir un fonds qui soit un peu, cette fois-ci, volontariste et dédié à l'investissement sur... une région, c'était aussi un choix là, typiquement de la région. Nous, on est opérateur, donc je dirais là, la thèse d'investissement, nous, on l'a orienté, on a dit attention, il ne faut pas faire que ça, il faut peut-être élargir à ce domaine-là, parce que sinon, ça va être trop restreint. Donc, on modèle un petit peu, mais dans ce projet-là, l'initiative venait à l'origine de la région Centre-Val de Loire au sens large, collectif. Sur le fonds secteur maritime, c'est une initiative
qu'on a mené, et parce que là on identifie une carence. On a d'autres projets en tête dont je parlerai, mais on a un autre sujet actuellement en tête sur lequel on pense qu'il y a effectivement un enjeu majeur et sur lequel on espère qu'on aura une thématique à lancer prochainement. Et ben, ça m'amène à la question que j'avais tout à l'heure, qui est aujourd'hui justement, et on vient un peu plus sur le sujet du podcast, même si c'est ce qui est la prise de décision. Justement, aujourd'hui, vous avez, on va dire, vous avez des projets donc, qui vous viennent, soit que vous avez cherché, soit qu'on vous propose. Comment se passe un peu le process de décision d'investissement ? Je m'explique pourquoi je m'intéresse, parce que en fait, moi je m'intéresse beaucoup à la prise de décision et on sait, et j'en parle souvent dans ce podcast, comme quoi on est souvent biaisé par les informations qu'on reçoit, parce qu'on est souvent on a une vision, alors il y a plein de biais différents et je vais pas tous les citer, mais souvent on a une vision très parcellaire et on peut faire des erreurs dans le monde professionnel de décision, quel qu'il soit, parce qu'on a souvent des décisions un peu des ressources, des informations parcellaires, ou parce qu'on est biaisé par certaines de choses. Vous, en tant que société d'investissement, de gestion de fonds, comment vous faites un peu pour éviter le maximum ces erreurs ? C'est une bonne question. En fait, alors il y a plusieurs aspects. Il y a l'analyse des critères d'investissement. Donc il y a les critères d'investissement. Je vais revenir sur finalement qu'est-ce qu'on regarde pour investir par rapport au projet. Qu'est-ce qu'on regarde et quels sont les points saillants. Et puis ensuite, quel est notre process en tant que tel finalement, comment on essaye de faire. On fait des erreurs, donc on essaie de faire le moins d'erreurs possible. Sur les critères, il y a beaucoup lié à l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup lié, finalement, on a aussi appris, et je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur les erreurs qu'on a faites. C'est-à-dire que, moi, à titre personnel, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs d'investissement, mais j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 40 investissements, 50 investissements. Donc, j'ai vu les projets qui ont bien évolué, qui n'ont pas évolué. Est-ce que c'était la question de la malchance, le manager, est-ce que c'est le marché, etc. Donc, je prends mon cas, mais dans l'équipe, on a tous une expérience cumulative assez importante de deals réalisés. Donc, on s'appuie déjà beaucoup sur les choses à ne pas faire. Ou en tout cas, être vigilant. Et dans les éléments qui sont clés pour nous dans les projets, il y a, alors on le dit tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a le ressenti sur l'équipe. Le ressenti sur l'équipe, alors après il y a plein d'aléas qui sont, est-ce que c'est un dirigeant ou une dirigeante qui est seul, est-ce que c'est une équipe, est-ce qu'entre eux ils sont équilibrés, est-ce que c'est 50-50 en capital chez eux, ou est-ce qu'il y en a un qui est majoritaire à 99-1, donc il y a l'équipe, combien de temps ils travaillent ensemble, et leur capacité à pitcher ou à présenter leur projet. En fait, historiquement, quand les dirigeants, alors c'est pas une vérité en soi, mais quand les dirigeants ont du mal à expliquer clairement leur projet, qu'il soit technique ou pas, c'est pas toujours une guerre. Enfin voilà, en tout cas c'est un petit warning en disant attention, c'est pas très clair, et du coup s'ils ont du mal à nous le présenter à nous, comment ils feront demain pour le présenter à des partenaires qui soient financiers éventuellement autres, ou à des clients ou à des prospects. Donc en fait, pour le vendre. Donc en fait c'est bête, mais moi je considère que la forme joue quand même pas mal. Le fond est le plus important, mais la forme est pas un élément simplement subjectif en disant oui on verra. Donc après, c'est l'appréciation sur l'équipe. Et je vais revenir sur le côté process pour appréhender l'équipe. Ensuite, nous, on est plutôt quand même dans les schémas, pour prendre un anglicisme, early stage, donc dans les entreprises plutôt de début de phase, donc amorçage et série A, globalement, c'est un peu plus qu'à notre historique, majoritairement, on en fait un peu plus tard aussi. Et donc, sur celle-là, et on est quand même plutôt sur des projets d'innovation, dans tout fonds confondu. Et donc, on se rend compte qu'on a plutôt des profils de dirigeants qui sont techniques, ingénieurs, médecins, globalement des profils plutôt techniques et en fait qui souvent sous-estiment l'angle commercial. Ou alors sous-estiment l'angle commercial. C'est-à-dire que ils vont considérer que le produit est bon, donc il va se vendre. Je simplifie le discours, mais c'est voilà. Être persuadé que ça va résoudre un problème. Ça va résoudre, voilà, c'est exactement. Dirigeant, c'est solution cherche problème. Donc j'ai la solution, donc de toute façon, je suis sûr que j'aurai des gens qui ont des problèmes. Alors qu'en fait, il vaut mieux travailler sur un problème et comment je fais pour trouver la solution. Mais donc ce point-là,
ça veut dire qu'on regarde aussi la capacité du dirigeant à regarder son axe. Je reviens sur l'accès marché, la connaissance de son marché, la stratégie qu'il va avoir sur le pricing, et également, le point important, c'est l'analyse de la concurrence. Et ça, elle est souvent sous-estimée. Combien de fois on a des startups qui viennent nous voir, on a une solution unique au monde, on est les meilleurs du monde, on sait faire les meilleurs produits. Enfin, c'est pas présenté comme ça, mais c'est quasiment sous-jacent. On nous présente un slide en disant voilà, moi j'ai la solution. Il y a les 10 items clés. Moi je suis 10 fois en vert sur les items et les autres sont en rouge. Et puis et donc en fait, je trouve qu'il y a une sous-estimation de la concurrence. Moi je préfère une société qui va me dire non, j'ai 2-3 concurrents qui sont très solides. Sur ça, ils sont très bons. Même meilleur que moi, et par contre moi je vais l'aborder comme ça parce que sur ça je suis meilleur. Je dirais d'avoir une analyse la plus pondérée possible sur la concurrence, parce que sous-estimer les autres, je pense que c'est pas une bonne approche. Et voilà, donc je dirais il y a le sujet équipe, le sujet marché, concurrence, accès marché. Alors je sais un peu large, mais c'est quand même l'ensemble des points. Et puis ensuite, c'est selon les secteurs d'activité. Ce qu'on regarde, c'est effectivement du coup la barrière à l'entrée. Donc la barrière à l'entrée, elle peut se traduire par deux façons. Dans le domaine médical, c'est souvent des brevets, des molécules, donc c'est des tests, des marquages CE, du réglementaire qui peut faire la différence. Et donc ça, ce sont des vraies barrières. Donc on va regarder est-ce que les brevets sont solides ou pas. Et par contre, quand il y a moins de brevets, quand c'est un logiciel, là, on va surtout regarder la capacité de l'équipe à exécuter et aller vite dans son déploiement. Donc en fait, on regarde les métriques quasiment à 15 jours, tous les 15  qu'il les mois. On veut vérifier les chiffres pour voir s'ils sont dans une dynamique qui est vraiment... d'abord, est-ce qu'ils savent exécuter, et est-ce qu'il y a la mayonnaise qui prend sur leur business. Donc, c'est un peu large, mais il y a beaucoup de critères à regarder, mais les critères clés... Ça donne une bonne vision. C'est les hommes, c'est le go-to-market, enfin le marché, la connaissance du marché, donc quelqu'un qui connaît parfaitement son marché en disant voilà comment se passe le client A va acheter à tel près de tel distributeur, etc. Donc en fait toute la chaîne sectorielle est vraiment importante, et je trouve que ça et en dernier lieu, c'est pas le moins important, mais en tout cas c'est peut-être après le besoin de fonds. Et la valorisation ne serait qu'en dernier de la société. C'est-à-dire que finalement, et le besoin de fonds, c'est de combien a besoin l'entreprise. En fait, ce qu'on cherche à regarder, c'est la création de valeur versus le besoin de fonds dont il a besoin. Une société qui me dit, moi, je vais développer une activité qui va faire, je sais pas, 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un secteur, mais il me faut 5 millions d'euros pour y arriver. Rapidement, on se dit, le ratio fonds propres, enfin, capitaux à investir versus création de valeur, un peu intuitivement, ça va nous paraître compliqué. Donc en fait, on va voilà, et du coup, on aime bien les sociétés qui peuvent être frugales entre guillemets sur le besoin de fonds et qui vont peut-être dire bon, je démarre avec 500 000 euros ou 1 million d'euros, et puis après on verra s'il faut des fonds, si ça s'accélère, je prendrai des fonds complémentaires. Donc la demande de fonds aussi peut être un élément. Quelqu'un qui est un peu hors marché ou qui va demander un montant qui est complètement décorrélé de la valeur qu'il va créer, ça va un peu nous interpeller. Et il y avait un dernier point qui m'a échappé tout à l'heure, mais donc voilà dans les critères. Et la valorisation en dernier, parce qu'en fait, je dirais oui, il y a des projets qu'on refuse pour des questions de valorisation, c'est-à-dire que l'attente du dirigeant en disant ma société elle vaut 1, 2, 3, 10, 100 millions d'euros, qui est souvent une discussion un peu arbitraire. Enfin, il y a souvent peu de sous-jacent pour justifier la valorisation de l'entreprise. C'est plutôt la conviction qu'aura l'investisseur de la performance qu'il va avoir à terme. Et là, je dirais, nous, c'est plutôt le dernier point. On se dit que si on est d'accord sur le marché, sur l'évolution du marché, la dynamique, sur tout l'ensemble des premiers points, normalement, on doit trouver un accord dans lequel nous, on reste un investisseur minoritaire, dans lequel on veut faire une performance d'un multiple de X sur notre investissement, et le dirigeant aussi, il veut garder la main sur son entreprise, il veut se développer. Donc, je dirais, si on est en bonne intelligence, je pense qu'on est capable. Voilà. Après, ça arrive des fois qu'on soit totalement en désaccord parce qu'il y a des spéculations, on nous dit telle société vaut, voilà, ça vaut tant. Je dis, ben non, on part de tellement loin qu'on ne pourra jamais trouver un accord sur l'investissement. C'est assez rare, mais ça arrive. Ok.
c'est très intéressant ça, de plonger dans ces critères. Et comment vous les appliquez, vous, aujourd'hui justement, comment vous les évaluez dans le process? Alors, ouais, dans le process, alors du coup, ça c'est quand même les critères globaux qu'on a. Et dans notre process d'investissement, on a, on va dire, deux phases clés. Enfin, il y a une préparatoire, c'est-à-dire qu'il y a un dossier nous est communiqué, on va voir, voilà, très bien. On est sur la table. Souvent, une personne donc sur le fonds en question qui va être dédiée, on va dire, est-ce que c'est éligible à nos fonds? Oui, c'est un ticket de temps, etc. Bon, très bien, on regarde les critères globaux, ça nous paraît intéressant, on prend contact, on échange avec le dirigeant ou les dirigeants, et donc ça se passe déjà par le côté feeling est important, enfin c'est pas, voilà. Donc là, on se fait une idée. Par rapport à ça, là on est souvent nouveau sur le dossier, donc en fait on découvre un peu, il faut le temps de digérer l'information. On va échanger sur le dossier. Enfin, en interne, la personne va travailler, le directeur d'investissement, chargé d'investissement, va creuser son dossier, va regarder, voilà. Peut-être faire des allers-retours avec le dirigeant sur des questions. J'ai pas compris ça, sur ce point-là, pouvez-vous me préciser? On va vérifier que l'information, un point, voilà, est-ce que l'information qu'il nous donne, elle est fiable? Donc on essaie comme on a quand même pas mal d'infos aussi du marché, de ce qui se passe, on fait des benchmarks. Donc je reviens sur la concurrence. S'il a oublié des gros concurrents qui paraissent évidents et qui sont pas dans son deck, ça va nous paraître un peu, on dire tiens, ils sont un peu légers dans la présentation. Donc là, on va faire ce travail-là. Ensuite, au sein de l'équipe, si on a le sujet paraît d'intérêt, on dit bah oui, c'est quand même vraiment pas mal, j'ai creusé. On va voir, ça peut être une deuxième personne qui le voit, c'est-à-dire qu'on le voit à 4 yeux pour avoir finalement un regard un peu plus croisé. Et pas tout le temps, mais en tout cas. Et là, à ce stade-là, on a, nous, des points hebdomadaires au niveau de l'équipe du fonds en question, et là, on partage sur les sujets. J'ai vu la société lambda qui présente tel projet, tel intérêt. Je trouve ça intéressant parce qu'ils recherchent, je sais pas, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, et voilà les éléments, voilà ce qu'il en passe. Voilà. Donc, on se fait un peu challenger par l'équipe, qui dit, mais est-ce que tu as regardé ce point-là? Est-ce que tu as regardé ce point-là ou pas? Ok. Si on arrive à répondre à ce sujet-là et qu'il y a une assez bonne conviction, le chargé ou directeur d'investissement, on va lui donner le feu vert à ce moment lors d'une réunion d'équipe, va faire une petite note de 2 pages, juste les points saillants, qui remet société, ce qu'elle fait, son activité, sa concurrence, l'actionnariat, les fonds qu'il y a eu besoin pour investir, jusqu'à présent, la dette, le business plan présenté, et une matrice SWOT, une matrice force-faiblesse, opportunité, donc de la société, voilà. Et là, sur cette base-là, on va inviter le dirigeant ou les dirigeants à venir présenter leur projet devant l'ensemble de l'équipe du fonds, sachant qu'il y en a un ou deux dans l'équipe qui ont vu le projet plusieurs fois et qui, eux, sont plutôt convaincus, sont plutôt, on va dire, les prescripteurs, c'est eux qui portent le projet. Le reste de l'équipe ne connaissait pas, juste la note, a vu éventuellement, on a peut-être la présentation du dirigeant, mais globalement, et là, collectivement, on voit les dirigeants qui viennent nous présenter. On fait, c'est assez informel, mais c'est quand même toutes les questions partent de part et d'autre. Et puis au bout de genre c'est une heure. Nous on débrief et là on a une grille de lecture qui est, on se fait, je vais venir en processus de décision. On a une grille de lecture. On n'a pas voulu mettre de notes parce qu'en fait la note, ça fait une moyenne. C'est pas. Donc, en fait, on met une appréciation sur une petite dizaine de critères qui se forment de notes, mais simplement qui met création de valeur, stratégie dans le cadre du fonds, équipe, jugement sur l'équipe. On retrouve les sujets qu'elle dit, marché, concurrence, intérêt du deal. Donc, on a même pas une dizaine, on a 7-8 critères. Et qu'on partage, alors on a changé récemment, on le fait en blind, c'est-à-dire on le fait en masqué, c'est-à-dire que chacun le remplit, ça se fait de manière tout de suite, quasiment instantanée, mais chacun le remplit et on l'affiche dans les 2 minutes qui viennent, 3 minutes qui suivent, à l'écran pour partager l'analyse.
Pourquoi on le fait en masqué? C'est que, comme les équipes, il y a des plus juniors, plus seniors, et puis il y a le premier qui prend la parole va influencer les autres sur la vie en disant mais qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve ça très bien sur ce point-là, etc. Et l'autre il a du mal à dire qu'il trouve ça pas très bien, donc en fait il va dire ben ouais, moi aussi je trouve ça pas mal. Et puis donc pour avoir, enfin de mon côté aussi animé pas mal de comités d'investissement ou de décision, c'est un peu comme le film, c'est 12 hommes en colère. Oui, et il faut faire attention parce qu'il y en a un qui peut entraîner tout le monde. Donc en fait, on veut que chacun, et même entre junior et senior, et donc il y a un point qui est donné. Et donc finalement, quand c'est vert, quand tout est bon, on dit, bon, ce point-là, on n'a pas besoin de discuter, on discute que des points sur lesquels il y a des écarts et sur lesquels il y a une mauvaise note. D'accord. Et on discute sur ça. Et à l'issue de ça, assez rapide, on dit, ben, on y croit, on n'y croit pas. Et si on y croit, dans ce cas-là, on dit très bien, on fait des recommandations, on est prêt à y aller dans telles conditions, voilà les éléments de guideline qu'on donne au directeur d'investissement, chargé d'investissement pour avancer. Il fait un retour aux dirigeants de la société. Et là, on présente le dossier, on fait un dossier cette fois-ci plus complet, d'une douzaine des fois ça va jusqu'à 20 pages, mais 15-20 pages, de présentation du projet, synthétisé par Go Capital, qui explique, et là on a un comité externe, d'investissement externe, à qui on présente la note, et on présente, et on fait qui est convoqué, enfin voilà, et ce sont des entrepreneurs, certains souscripteurs, mais des entrepreneurs majoritairement, et sur lesquels on présente le projet, et avec le dirigeant qui vient présenter à nouveau, cette fois-ci sur un format un peu plus cadré, beaucoup plus formel, ce sont des gens externes. Nous, on a la note, et nous, ça veut dire que là, on a fait une recommandation d'investissement au comité. C'est un comité consultatif, donc je dirais, techniquement, on est capable de décider tout seul, mais on tient compte de leurs remarques. Donc, globalement, si le comité consultatif n'est pas favorable, on n'ira pas. Et s'il est favorable, ou s'ils nous disent, bon, très bien, mais le montant nous paraît trop important pour ça, on corrige le tir et cette fois-ci on revient au dirigeant, on dit voilà notre proposition et là on fait le proposition d'investissement. Donc pour peut-être synthétiser ça, notre process il est en 3 périodes. Il y a une partie un peu seul ou binôme pour analyser le projet et binôme pour avoir quand même le sujet humain en fait. On n'a pas trouvé de mieux que de le voir à plusieurs pour avoir le feeling sur les personnes et les voir en présentiel. Réunion, on va dire, nous ce qu'on appelle réunion d'équipe, c'est en fait réunion interne avec les dirigeants qui viennent auprès de l'équipe du fonds pour, cette fois-ci, avancer ou refuser le dossier, ou dire non, on n'y va pas. Et si on avance, on prend un comité externe sur lequel on prend compte de la recommandation. Donc, on a ces 3 filtres-là qui sont importants. Enfin, je pense que le point 2 est le point de sélection le plus important. C'est-à-dire que, globalement, la réunion qu'on a en interne sur les petites couleurs, etc., ça, c'est le point. C'est très intéressant, et enfin, je le dis beaucoup, mais parce qu'en fait, ce process, et c'est un peu ça que moi je venais chercher, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est que en fait, je vais le mettre dans d'autres mots, en fait, vous prévenez plein de biais. Je vois dans la manière dont tu me l'as expliqué, je vois que vous essayez de prévenir pas mal de biais qui pourraient éviter que la décision soit influencée. Que ce soit les 2 personnes qui regardent au début, ça évite d'avoir, parce qu'on est tous humains, on peut toujours ne pas aimer quelqu'un en première apparence, parce que voilà, pour une raison ou une autre, donc ça permet de compenser ces choses-là, une évaluation, et surtout cette réunion en interne où vous évaluez le projet, mais surtout tu as mentionné un point très très important qui est cette influence d'autres personnes, ou peut-être si c'est un senior qui va parler, le junior derrière va pas oser contredire. Exactement. Et ce jugement en aveugle, avec une retranscription à la fin, c'est hyper intelligent, parce que ça prévient justement ça, et ça permet vraiment d'avoir un retour très honnête, en fait. En fait, c'est exactement ça. L'objectif, c'est d'avoir un retour le plus direct, sans influence, et sur lequel ensuite on débat collectivement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une décision, c'est pas un vote. Ah bah tiens, il a 9 sur 20 et non, on passe pas. Il y a ces points-là, et globalement, après le gérant du fonds, enfin dans l'occurrence dans le fonds, on dit on fait la synthèse, on essaie d'avoir quand même un consensus pour la difficulté qu'on peut avoir dans ce sens-là, et là en tant qu'investisseur, c'est que le directeur d'investissement ou chargé d'investissement, on peut avoir des avis différents au sein de l'équipe, et donc ça c'est toujours, mais comme dans toute société, mais c'est quand même, faut
faut pouvoir être capable de l'encaisser. Ça fait partie des sujets. Moi, je peux. Moi, je suis également. Enfin, avant d'être président, je suis surtout directeur d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, je m'occupe d'un des fonds, etc. Et donc, du coup, de la même façon, je porte des projets. Il faut accepter d'avoir travaillé sur un sujet, de le pousser, d'y croire, de dire moi, je crois bien à ce projet-là, les dirigeants sont bien. Et le reste de l'équipe qui dit ouais, enfin bon, pas terrible. C'est dur à encaisser parce qu'en fait, il faut quand même l'argumenter, on essaie de l'argumenter, mais des fois, c'est un peu de question de feeling. Et moi, ce que j'ai retenu aussi un peu de l'expérience que j'ai pu avoir, c'est qu'il y a quand même une certaine intelligence collective qui se dégage. Alors oui, on peut passer à côté d'un bon dossier, on peut s'être trompé, le dossier, et on se trompe. Par contre, quand il y en a un ou deux qui commencent à dire « Ah, je sens pas, pour telle raison, tel point, et le marché », en fait, les signaux faibles, on essaie de les prendre, de les capter à ce moment-là. Je me souviens d'un dossier qu'on a présenté en équipe sur lequel c'était plus le comportement des deux. Il y avait des gens aussi qui étaient en visio à ce moment-là, mais en face à face, on voyait bien qu'il y avait un fonctionnement et c'était des jeux de regard qui font que ça nous a fait... c'est tout bête, hein, mais c'était un petit signal faible qui montrait qu'il y en avait un qui était censé être le patron, mais en fait, il ne prenait pas la décision sans en parler à l'actionnaire majoritaire qui n'était pas du tout le patron, qui était là normalement juste pour assister. Enfin, on sentait que c'était corroboré avec des chiffres derrière. On s'est dit, ça ne colle pas. Et voilà, je crois que d'ailleurs la société a fait une levée de fonds. C'était il y a 1 an et demi, j'ai vu la société à lever de fonds la semaine dernière. Donc très bien. Mais c'est intéressant, et il y a la deuxième partie aussi qui est très intéressante, et j'aime bien cette notion de signaux faibles, hein, d'aller chercher les signaux faibles, que vous prenez, je veux dire, une extra prudence en allant chercher ce conseil consultatif, donc qui est dans des gens avec une autre expérience. Donc tu me disais entrepreneur essentiellement, donc ça veut dire que c'est pas des gens qui vont être spécialisés dans la levée de fonds, même si je pense que ils sont sensibilisés au monde économique. Ils sont sensibilisés, mais donc c'est pas leur métier, et qui vont peut-être avoir une vision, un scope encore plus large ou plus spécifique, et qui vont pouvoir vous apporter peut-être un élément qui va pas vous manquer, mais que vous n'auriez pas interprété comme. Dans notre comité, on a enfin après ça évolue, mais on a effectivement des entrepreneurs dont certains qui sont dans le domaine du logiciel, d'autres dans l'industrie, une autre dans le domaine des ressources humaines. Donc en fait, on essaie après on peut pas tout avoir, mais on a effectivement des visions un peu croisées, différentes, avec une sensibilité différente. Certains qui sont très dans la santé, d'autres très dans le digital. Et donc du coup voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes avis, ça s'oppose, mais ces signaux faibles enfin leurs recommandations sont quand même plutôt pertinentes. Okay. Et j'en viens à la dernière partie, on va dire, d'investissement. Est-ce que vous avez aussi, alors c'est plutôt une question que je pose, c'est très marrant, tu vois, hier j'étais en podcast également avec un entrepreneur, alors lui qui avait levé des fonds, donc dans l'autre sens, et on parlait un peu d'accompagnement, c'est-à-dire eux ils sont 3 dirigeants, ils ont levé des fonds, et ils ont un conseil d'administration, enfin ils ont une certaine équipe, même si ils y réfléchissent très bien à 3. Est-ce que vous, en tant que fonds également, vous vous accompagnez les personnes auxquelles vous prêtez des fonds, vous les accompagnez aussi un peu sur la prise de décision, comment est-ce que vous les entourez ou pas? Oui, alors je dirais tout à l'heure dans la segmentation des investisseurs, même si c'est pas une segmentation très forte, mais il y a globalement les investisseurs qui eux ne souhaitent pas finalement s'ingérer ou être dans la gouvernance, donc et nous on se plutôt hands-on, on est plutôt alors avec le bon les mauvais côtés, mais globalement systématiquement quand on est investisseur, ou à 95% des cas on est membre du conseil de surveillance ou membre du conseil d'administration ou membre, donc en fait on est chacun et donc du coup pourquoi on fait ça? Donc effectivement juridiquement il y a un certain nombre de droits dans ces conseils-là, un certain nombre de responsabilités, et puis nous, on essaie d'être actifs dans notre propre intérêt, dans l'intérêt de la société, mais dans notre propre intérêt en tant qu'investisseur. Finalement, c'est dire comment on peut finalement, de part, on connaît moins le domaine d'activité que les dirigeants de la société eux-mêmes, donc on ne va pas leur... Mais par contre, là où on connaît, où on a beaucoup d'expérience encore cumulée, c'est
tous les cas de figure qu'on retrouve dans toutes les sociétés, qui sont le changement d'échelle, qui sont le passage à l'international, qui sont le recrutement d'un directeur commercial, la stratégie d'accès marché, les distributeurs, les négociations, la brevet intellectuel. Enfin, il y a plein de sujets, petits sujets, chacun, mais sur lesquels, encore une fois, on n'a pas forcément toujours raison, mais en tout cas, on leur dit, attendez sur ça, vous ratez pas. Je tairai le nom d'une société, le dirigeant m'a appelé tout à l'heure en me disant voilà, on recrute aux États-Unis un profil senior, voici le CV, alors il a demandé aux membres du board, mais voici le CV, voici le profil, voici le salaire, est-ce que vous êtes OK, on a vu dans telles conditions, notre marché ça. Donc là, c'est pas un apport énorme, mais globalement, il nous demande notre avis sur le profil de la personne, sur leur recrutement et sur le... Donc voilà, donc ça c'est un peu le quotidien qu'on a, chacun en tant que directeur chez investissement, en tant que membre alors je dis board, c'est conseil de surveillance, comité pas de direction. C'est différent. Ouais. Okay. Et on est là aussi, malheureusement, on est aussi là dans les mauvais moments, c'est-à-dire qu'en fait, s'il ne faut pas se voiler la face sur des sociétés, je pense pas de notre fait, mais globalement il y a quand même beaucoup de changements de managers à avoir et de dirigeants. Donc on se retrouve avec des associés qui s'entendent plus, avec finalement quelqu'un qui est associé minoritaire, mais qui ça crée un bazar. Donc il y a des décisions des fois lourdes à prendre, ou alors le dirigeant de la start-up à l'origine, il est plus adapté pour le phasage de la société à venir. Donc en fait il faut le changer ou le renforcer. Donc ça c'est les phases un peu difficiles dans lesquelles on est heureusement ou malheureusement partie prenante. D'accord. Okay. Il y a vraiment ce côté, et c'est intéressant parce que souvent moi j'ai l'autre côté où j'ai plutôt la personne qui a levé des fonds, mais c'est intéressant d'essayer d'avoir ta perspective, la perspective d'une société qui gère les fonds, et de dire voilà, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous voulez apporter aussi, qu'est-ce que vous pouvez apporter. Donc c'est vrai que c'est intéressant. En fait, le point qui me surprend le plus, moi après 20 ans dans ce domaine-là, c'est le nombre de cas dans lesquels finalement on a des associés qui s'entendent plus, ou qui se... ça paraît très surprenant, on se dit mais c'est pas possible, on tombe que sur les... Mais il y a beaucoup de cas dans lesquels l'association est compliquée. Alors c'est souvent lié parce que d'abord un business plan se déroule jamais comme prévu, la société... Et donc du coup ça crée des tensions, parce que si on devait... il y a des projets dans lesquels... il y en a un qui se développait plus sur l'international, l'autre sur la France, parmi deux cofondateurs. Et puis, si l'international ne marche pas, ou l'inverse, ça crée des tensions dans un des cas de figure. Mais on a quand même beaucoup de cas. Bon, voilà. Et donc, je pense qu'il faut intégrer ça. Et je dirais, lorsqu'on lève des fonds, tout est bien. Mais l'histoire se passera vraiment comme prévu. Donc, en fait, c'est important d'avoir des dirigeants... résilient et puis surtout effectivement de choisir ses associés. Donc dans les points de vigilance, pour revenir sur les critères, c'est aussi des fois l'actionnariat, c'est assez rare, mais on se méfie des sujets un couple, mari et femme qui sont associés. On n'a pas tant que ça, mais ou alors deux associés à 50-50, parce que ou une répartition pas assez égalitaire du capital, parce qu'il y a un fondateur, il y a quelqu'un avec plus de moyens, donc il y a beaucoup de petits signaux comme ça d'organisation sur lesquels on essaye un tout petit peu d'orienter, mais c'est vrai que ça peut être des problèmes à terme. La question des associés, je peux en témoigner, parce que ayant moi-même créé une boîte avec un associé, alors même si on n'a pas fini en mauvais termes, ce serait exagéré de dire ça, mais je vais dans le sens de ce que tu dis. C'est nous, au bout de 5 ans, en fait on n'avait plus les mêmes visions, et encore nous on était une petite structure, on a été 4 maximum, donc on n'a pas levé de fonds, on n'était pas sur pour tous ces contraintes qui peuvent en plus exacerber ces différences, mais on s'est bien rendu compte qu'au bout de 5 ans, on n'était plus sur la même voie, on n'avait plus les mêmes volontés. On a décidé de s'arrêter, et donc je peux que transposer un peu ce que nous on a vécu à des schémas comme toi tu connais, où effectivement l'actionnariat doit beaucoup bouger souvent sur des entreprises. Et justement, ça me fait un pont, alors pas vers un peu par l'actionnariat, mais la gestion d'entreprise, notamment je vais plus me rapprocher cette fois-ci de toi en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que direction.
comment vous, ayant cette connaissance de marché, voyant, consultant, croisant tout un nombre de sociétés, comment vous décidez en tant qu'entreprise, parce que vous êtes une entreprise, comment vous décidez en tant qu'entreprise chez Go Capital? Alors, c'est une bonne question. Nous, on se la pose aussi. Je parle au niveau de... Donc, Go Capital, on a une structure, on va dire, indépendante, ce qui est assez rare en société de gestion. D'accord. On est 11 associés. Donc, et ça, parce que historiquement, donc moi, j'avais rejoint Go Capital. Avec un de mes associés, on est monté au capital il y a 7-8 ans, 9 ans. Et puis, lors du départ du fondateur, on a fait on va dire un LBO sur la société, donc on a effectivement, ça a permis à pas mal d'associés de pouvoir monter au capital, et donc on a aujourd'hui, donc on est 11 associés, et la société est gérée par un directoire qui a été mis en place à cette occasion-là, donc et avec Jérôme Guéret et Aude Kermarek qui sont les deux associés principaux. Et en fait, on a mis en place ce directoire qui était... avant, on était un schéma un peu... Enfin, le fondateur nous faisait une grande confiance, mais je dirais on a vraiment mis en œuvre ce directoire dans un fonctionnement d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, on échange tous les jours, alors de manière assez informelle, je dois le reconnaître. On régularise quelques PV pour avoir des... Mais en fait, je pense qu'en tout cas, en ce qui nous concerne, le point clé, c'est la discussion régulière, quotidienne, entre les trois... Alors, il y a des cadres dirigeants, etc. Mais globalement, au niveau du directoire, on partage des sujets d'interrogation stratégique. Voilà. Et ensuite, on communique assez rapidement auprès des autres associés, puis des dirigeants de l'entreprise. Enfin, on a quand même des profils plutôt seniors au sein de Go Capital, et on mène ça. Donc, mais en tout cas, un des points, je ne veux pas dire de succès, mais en tout cas de réussite dans ce qu'on fait, c'est cet échange quotidien. Et je dirais et formalisé quand même. Je plaisantais en disant on régularise quelques PV, mais voilà, c'est assez fluide, et en fait dans nos décisions on n'a jamais eu de cas d'opposition, c'est-à-dire qu'en fait chacun se respecte, s'écoute sur les points, et on a des profils un peu différents, donc je trouve qu'on est assez complémentaires, et ça c'est un point important. Donc en fait vraiment je regrette pas, et dans le profil voilà, il y a même des âges un tout petit peu différents, des plus jeunes que Jérôme et moi, et donc du coup, enfin, c'est une femme, enfin, et globalement, je pense que ça renforce et ça crédibilise le propos. Donc ça, c'est le premier point au niveau du directoire. Ensuite, on a un métier, on est 27 personnes chez Go Capital. Plus on a aussi des operating partners, donc des gens qui nous aident, externes à Go Capital qui nous assistent, mais bon, 27 collaborateurs. Et on est répartis sur plusieurs régions. On est à Marseille, on est à Paris, on est à Nantes, on est à Tours. En fait, on a des bureaux un peu partout. Alors un bureau, des fois, c'est juste un bureau, mais ça dépend. Et donc en fait, le pari qu'on a fait, c'est de pouvoir avoir des personnes quand même qui sont... On a des profils plutôt seniors, plutôt expérimentés. Et en fait, dans les recrutements qu'on fait, on essaie d'avoir comme des gens qui soient autonomes et dans lesquels on peut faire confiance. Donc en fait, le deux sujets, c'est confiance et autonomie des personnes. Alors des fois, on ne réussit pas toujours, mais ce qui veut dire que on n'a pas un fonctionnement hiérarchique très poussé. On est vraiment dans un scénario où on est plus un râteau, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de... Oui, il y a des process décisionnels qui sont faits avec des organisations, avec un gérant du fonds, le directeur d'investissement. Enfin, il y a certains niveaux d'expérience, de seniorité d'entreprise qui font que les décisions sont prises selon des process. Mais dans le fonctionnement au quotidien, chacun dans son métier est assez autonome. Les plus juniors sont un peu encadrés ou tutorés par des plus seniors. Mais moi, côté directoire, on a assez peu besoin de faire du descendant pour avoir des points. Enfin, on a des personnes qui sont... Et donc, on traite, je veux dire, d'égal à égal avec les directeurs indépendamment. Okay. Donc, en fait, on a un schéma. Alors, je ne sais pas si c'est tenable, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien comme ça. Et le pari qu'on a, c'est qu'effectivement, le risque aussi, c'est qu'il faut que ce soit scalable. Donc, en fait, pour l'instant, c'est le pari qu'on prend, et ça se passe plutôt bien avec les personnes qui sont délocalisées. Voilà, et on fait un point pour revenir dans le côté cohésion d'équipe. On essaie quand même pour les personnes distantes de faire un point, c'est rien d'innovant, mais assez régulier
ici là, à Rennes, parce que c'est là où on a les plus gros bureaux. Enfin, et donc, en fait, on fait un point tous les mois en équipe où tout le monde est réuni. Et donc, voilà, le but, c'est plus la pause café que la réunion en tant que telle. Mais c'est aussi un fonctionnement, et tu le dis, hein, c'est un modèle qui vous convient effectivement, et qui peut-être ne conviendrait pas à une autre société, mais qui a l'air de porter ses fruits chez vous. Et donc si c'est un modèle qui vous convient, moi je trouve ça très bien et très, très juste. En fait, parce que chaque entreprise, pourquoi je dis ça, c'est parce que chaque entreprise a vraiment sa structure et son modèle, et c'est vrai que je vois, moi, des modèles de décision très communs, hein, on ne va pas se cacher, c'est toujours à peu près la même chose, mais avec des appréciations et des apports humains, je vais appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment une appréciation humaine, que chaque entreprise configure un peu, et qui est riche, en fait. Ouais. Mais ouais, tout à fait. Et le point nous concernant, c'est qu'effectivement, on dit toujours aux dirigeants, c'est bien d'avoir un board, d'avoir des advisors, d'avoir des membres indépendants du board également, et au sein de GoCapital. Là, par contre, dans les points qu'on a menés, on se dit qu'il faut qu'on le fasse, mais on n'a pas encore. C'est que on souhaiterait mettre encore quelqu'un qui soit. Nous, on est quand même tête dans le guidon, toute l'équipe, et en fait, on aimerait avoir des regards de personnes qui connaissent moins notre activité, mais sur lesquelles on peut. En fait, on l'a pas encore mis en place. C'est un sujet latent. Il n'y a pas d'urgence parce qu'il n'y a pas de crise. Mais dans tous les cas, c'est un point sur lequel on cherche et on se dit, tiens, on voudrait montrer un board stratégique GoCapital en tant que cette gestion pour aiguiller dans ce que j'expliquais tout à l'heure, dans la stratégie. Est-ce qu'on va sur des sujets d'impact? Est-ce qu'on se développe? Donc, il y a quand même dans notre métier, même si je le présente de manière assez linéaire et basique, il y a quand même des choix stratégiques à prendre en tant que société de gestion. Est-ce qu'on prend des petits véhicules, des gros véhicules? Est-ce que c'est des véhicules régionaux ou nationaux? Est-ce que c'est impact, pas impact? Est-ce que c'est... Donc, il y a beaucoup de choix à faire. Sur ça, on les a pris plutôt de manière là dans le directoire et dans cet échange-là, et même avec des associés qu'on associe. Mais idéalement, en tout cas, une des évolutions qu'on pourra avoir, et ce qu'on recherche idéalement, c'est d'avoir effectivement on va dire peut-être deux advisors externes avec lesquels on pourrait échanger de manière trimestrielle et ça, je pense que ça nous apportera un plus. Voilà. Ça, c'est un point qu'on n'applique pas nous et qu'on demande aux entreprises, en fait. Ouais, mais c'est très intéressant d'avoir cette perspective, et peu de gens en fait en sont conscients. C'est ça qui est intéressant dans ce que je trouve, ce que tu dis. Parce que justement, c'était une question de savoir si vous faisiez accompagner. Alors quand je parle d'accompagnement, c'est effectivement d'avoir des gens un peu extérieurs qui peuvent avoir des points de vue. Donc tu as répondu à mes questions. On a fait, pardon je te coupe, mais on a fait également, on a décidé de faire une analyse, un audit externe de notre organisation avec un cabinet externe qui nous a audité sur l'organisation, la perception du management, l'ambiance. Et donc, voilà, on est une institution, maintenant ça fait 2 ans, mais globalement, c'était plutôt positif. Et donc, voilà, on était dans ce schéma-là de se faire... parce que c'est un des risques nous concernant, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, on est un métier de service lié aux personnes. La valeur chez nous, ce sont les personnes. Donc, en fait, le point de gouvernance et de satisfaction et de confort des personnes est vraiment important. Oui, l'humain est extrêmement important, parce que vous basez, et tu l'as dit plusieurs fois, basé sur l'expérience des gens, et si ces personnes sont mécontentes ou partent ou des choses comme ça peut être des pertes d'expérience assez phénoménales. Non, mais je reviens rapidement là sur le fait d'avoir des boards extérieurs, et c'est marrant, je discutais avec une jeune entrepreneuse qui est en train de monter sa boîte, et moi, maintenant, ayant ce recul avec les podcasts, avec les échanges, en fait, je me rends compte que... Pas de mal. Donc je vais juste reprendre le... Donc c'est très marrant, parce que je disais, moi je conseille, c'est un conseil que j'ai donné très rapidement à une jeune entrepreneuse qui commençait, et qui voilà, je lui ai donné très vite le conseil d'avoir des gens un peu extérieurs, parce que ça permet de sortir la tête du guide. Donc voilà. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir ta perspective, aussi bien en tant qu'investisseur, enfin de gestionnaire de fonds, et aussi de chef d'entreprise, parce que c'est un peu l'image. Ma dernière question va être si demain tu devais donner un conseil à une personne qui se lance dans l'entreprise ou qui a une entreprise en termes de prise de décision, au vu de ton expérience, quel pourrait être ce conseil? Alors, c'est difficile, ça dépend à quel stade.
Je dirais, alors, pour créer l'entreprise, je reviens sur le sujet de la frugalité, c'est-à-dire que je pense que c'est important de ne pas s'appuyer uniquement sur il faut lever des fonds. Enfin, je réagis par rapport à mon métier, mais lever des fonds, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif. Quand je digresse un peu, mais quand je vois la société, si on valorise les licornes parce qu'elles valent plus d'1 milliard. Mais si elles font de 2 millions de chiffre d'affaires, c'est pas. Enfin, oui, c'est bien la valeur, et c'est bien pour nos investisseurs, mais je trouve que c'est pas un marqueur de valeur pour l'économie et la création de valeur. Donc, je dirais, faut pas. Et lever des fonds, c'est pas un objectif. C'est pas parce que la société a levé 10 millions d'euros que elle fonctionne. Je dirais, une société peut tout à fait se développer sans lever des fonds. Donc, je fais un peu c'est pas de la contre-publicité par rapport à notre activité, mais c'est juste pour dire attention. C'est pas, y a pas de modèle identique de l'une à l'autre. Donc je pense que pour les sociétés, il faut rester vraiment bien mesuré de manière, faire une approche d'un plan, d'une stratégie en bottom-up, c'est-à-dire de partir du concret et de développer ces sujets sur la base de concret en disant voilà, j'ai mon premier client, c'est qui que je vais voir, c'est pas simplement je pars d'un marché qui est mondial de temps et je vais aller là, c'est qui mon premier client, qui est mon deuxième client, donc montant les marches une par une. Enfin, et lever des fonds, encore une fois, n'est pas un objectif. C'est un moyen à un moment donné s'il faut, mais c'est pas un objectif. C'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais savoir écouter. Peut-être pour compléter ma remarque tout à l'heure sur les dirigeants, un point de conseil que je donnerais, c'est que le conseil soit bon ou pas, mais écoutez ce qu'on vous dit. On a moins des critères d'analyse aussi des dirigeants, c'est est-ce qu'ils sont capables d'écouter certaines de nos remarques. Je donne juste un exemple pour illustrer. On leur dit tiens, vous avez voilà, je travaille dans tel domaine, etc. Je dis tiens, vous connaissez telle société qui, à mon avis, a un domaine similaire au vôtre. Vous pourriez contacter. Ah ouais, non, je connais pas. Très bien. Alors, et les personnes qui rebondissent pas en disant tiens, par exemple, je note. Où on se dit on parle dans le vide parce qu'on lui dit un conseil, il se rend pas compte qu'en fait le contact qu'on lui donne est plutôt bon, enfin j'espère qu'il est plutôt bon, et les personnes ne prennent pas la balle au bon. Donc en fait il faut savoir, ils sont tellement dans leur présentation qu'ils retiennent pas les retours qui se leur sont faits, ou alors les retours en disant attention c'est votre concurrence, vous oubliez. Donc dans les petits signaux faibles, c'est également la capacité d'un dirigeant à savoir d'un rendez-vous à l'autre, c'est est-ce qu'il a tenu compte de certaines remarques. Et nous, dans des projets dans lesquels on a pu investir, l'évolution du dirigeant, des fois ça prend du temps aussi une levée de fonds. C'est pas, tout à l'heure je simplifie le discours, mais ça prend des mois, et donc il y a le temps d'évoluer aussi. Donc en fait, la capacité du dirigeant à écouter, éventuellement à corriger, alors pas forcément corriger, mais en tout cas à savoir écouter, et je pense que ça c'est un point important. Et finalement, on parlait de conseils, je dirais l'agilité qui est un terme à la mode, mais c'est globalement d'être quand même d'être capable de faire évoluer son modèle économique, son prix, son positionnement. Il ne faut pas faire une girouette, mais il faut être capable de changer. Ça, je pense, c'est un élément clé pour réussir. Par rapport aux interlocuteurs, les conditions de marché ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 2 ans, et demain sera encore différent. Donc en fait, il faut être capable de s'adapter. Super. Et merci beaucoup pour ce conseil. De rien. Et puis merci pour cette porte d'entrée dans le monde de l'investissement, de la gestion de capitaux. Donc merci beaucoup. Merci à toi de me permettre d'exprimer. On n'en sollicite pas souvent, mais voilà, de l'intérieur. C'est avec grand plaisir. Et puis merci beaucoup. Et puis on se retrouve tout de suite là pour le petit récap. Parfait. À tout de suite. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour le débrief. Et pour résumer, un épisode qui a été super enrichissant sur la prise de décision. Et que bien sûr j'ai adoré. Alors oui, je dis ça pour chaque épisode, évidemment, mais j'adore chaque épisode. Mais oui. Bref, revenons à nos moutons. Cet épisode a été, je trouve, très très intéressant parce que ça fait un certain temps que je cherchais à m'approcher du monde de l'investissement pour comprendre comment, en interne, ils décident. Parce qu'on entend souvent parler des gens qui lèvent des fonds, effectivement, mais peu ceux qui attribuent ces fonds. Cet épisode avec Bertrand était très très intéressant.
outre l'expérience, de comprendre d'où lui personnellement il vient, de son passé d'ingénieur, de ses expériences internationales, de comprendre un peu le personnage et comment il se retrouve à la tête d'un fonds qui gère des millions d'euros aujourd'hui pour investir dans des sociétés. Ça, déjà, c'est une partie très intéressante. Mais surtout, ce que j'ai particulièrement retenu et ce que je retiens aujourd'hui, c'est que au sein de Go Capital, ils ont un process de décision qui, et on le dit pendant l'épisode, qui tient compte, sans qu'il en donne le mot, des biais cognitifs et des choses qui pourraient impacter leurs décisions. Ils essayent, et ils le font tous les jours, ils essayent au mieux que l'humain ne rentre pas en jeu dans la prise de décision et que ça soit une décision, on va dire la meilleure décision, la plus rationnelle et basée sur les critères les plus neutres possibles. Les doubles réunions, les votes entre guillemets secrets, les échanges, le fait qu'une personne ne puisse pas voter, voilà. Tous ces mécanismes qui ont été mis en place sont très intéressants et montrent comment, au sein d'une entreprise, on peut éviter que l'humain influence trop la prise de décision. Alors bien sûr, l'humain influence toujours, mais comment, à travers des biais, des choses comme ça peut amener à des décisions qu'on ne souhaiterait pas. Ou du moins, qui pourraient être malencontreuses pour l'entreprise. Donc voilà, moi ce que j'ai beaucoup adoré dans cet épisode, c'est vraiment de plonger, de faire un deep dive dans ce monde et de comprendre comment ils font. Et si je devais retenir qu'une chose, c'est le process qu'ils ont mis en place. Le process qui est quand même relativement carré et qui, je pense, serait très intéressant d'appliquer dans beaucoup de décisions d'entreprise. Alors bien sûr des décisions très impactantes, dans beaucoup de décisions d'entreprise, lorsqu'il y a des très grandes décisions à prendre. Un process auquel il faut s'inspirer. Voilà un peu mon takeaway, mon petit résumé de l'épisode. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Et puis on se retrouve pour le prochain podcast, la semaine prochaine. À très vite. Que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.